Donc là, on a un petit schéma entre le développement, le test et l'automatisation et la livraison du produit. On va prouver un petit peu que l'automatisation va permettre de gagner du temps et de faire des bénéfices. Je lis un petit peu ce qu'on voit à l'écran. Quand une équipe a décidé de mettre en place du test dans les itérations, le réflexe, ça va être souvent de reproduire l'organisation traditionnelle, développement de l'application ou fonctionnalité, conception, exécution des tests. Donc, un mauvais fonctionnement, du coup, retour à l'étape 1 de développement et de l'automatisation des scénarios de test. Pareil. Si on a un mauvais fonctionnement dans l'automatisation des scénarios de test, le retour à l'étape 1. Et du coup, le retour à l'étape de développement, ça implique la réexécution des tests quand le correctif est livré. Et du coup, ces allers-retours peuvent très vite devenir coûteux en temps. C'est pour ça que l'étape 1, il ne faut pas la louper. Ça évite que quand on va faire les tests et quand on va les automatiser, de devoir recommencer le développement parce qu'on a découvert des anomalies ou pour d'autres raisons. La deuxième, c'est une technique qui peut faire gagner du temps. Ça va être, qu'on développe et en même temps, on prépare les scripts d'automatisation des tests, ce qui fait grâce à la définition des scénarios en avance de la réalisation. On va faciliter la possibilité de paralyser le développement et l'automatisation du coup. On va favoriser in- les interactions et on réduit les écarts. La compréhension commune du besoin pour les scénarios et l'augmentation de la qualité du livrable. Donc, qui est automatisé en recette. Ça va faire diminuer, ça va faire diminuer les risques de retour sur l'anomalie et du coup, on a moins de cycles. C'est donc un gain de temps. Et pour ceci, on a des méthodes qui sont connues sur le marché qui permettent, avant de faire des tests, déjà de préparer les scripts d'automatisation. Donc, si je vous dis pas de bêtises, je crois que la méthode BDD, c'est que elle fait avec ce qui est fait avec le langage Gherkin. On peut préparer des scripts d'automatisation avant de faire les tests manuels. Voilà en gros comment optimiser l'automatisation des tests. Donc, maintenant, on va passer au principe de base sur la sélection des outils. Maintenant, on va passer pour les outils d'exécution des tests. On peut faire des preuves de concept, on appelle ça des POC. Pour quelle raison on ferait des preuves de concept? C'est tout simplement pour identifier l'outil le plus adéquat. Je vais vous donner un exemple. Avant de commencer à faire des tests, avant de commencer un projet, on ne sait pas quel outil on va utiliser pour les tests. Du coup, on va prendre trois, quatre outils, trois, quatre testeurs. Chacun va tester la gestion de ses tests avec ces outils-là. Et chacun va faire une démonstration. On va voir lequel est le plus utile et celui avec lequel on est le plus à l'aise pour la gestion des outils. Et après, ça va être validé par toute l'équipe. Alors, on va pas attendre que tout soit automatisé. Bien évidemment, on va baser les scripts sur des comportements qui sont bien définis. Donc, c'est très, très important. Les scripts, on les fait pas n'importe comment. Et pour ça, il y a aussi des techniques qui sont utilisées pour comprendre les comportements et les définir. Le dernier principe, c'est que les développeurs doivent normaliser leur code et les noms de leurs objets. Maintenant, au niveau de l'analyse statique, les principes sont, il faut qu'il y ait une complexité faible, même si ce n'est toujours pas possible, et les standards de code peuvent être imposés. Comme ça, au moins, on est sûr que ça peut être lisible. Et enfin, pour les outils de gestion, quelques principes. Tout d'abord, les statistiques ne pourront se faire que si l'outil est utilisé de la même façon par tout le monde, ce qui paraît logique. Et il faut qu'il y ait un certain interfaçage avec les outils bureautiques. On a un outil de gestion de test. On peut aussi utiliser, je sais pas moi, des systèmes de messages ou des outils pour les revues, pour les réunions, etc. Et c'est vrai que les outils peuvent être liés avec l'outil de gestion de test. On peut avoir un outil de gestion de test, un outil de déclaration d'anomalie, un outil de backlog, de produits et de projets. C'est tout ceci, c'est facilement interfacé entre eux. Tant mieux.
Si on fait par exemple, je ne sais pas moi, on prend un outil où on déclare des anomalies, on peut automatiquement mettre ce numéro d'anomalie et on peut le retrouver dans notre outil de gestion du backlog. Produit ou projet, tant mieux. C'est faisable, c'est pas mal. C'est pas mal même. Alors, toujours quelques principes de base sur la sélection des outils. Les principaux facteurs dans la sélection d'un outil pour une organisation, c'est le fait qu'il y ait des choses qui sont très importantes. Là, on rappelle les principes de base de sélection d'outils, mais plus sur une organisation, sur une structure, du coup, on a l'évaluation de la maturité de l'organisation. On va regarder quels vont être les facteurs de sélection de cet outil. Du coup, on va regarder quelle est l'évolution de la maturité de l'organisation, ses forces et ses faiblesses, l'identification de ces opportunités par un processus de test amélioré soutenu par ces outils. Donc, du coup, avant, pour sélectionner cet outil, on va aussi regarder comment est organisée la structure. Si vous voulez, l'entreprise, ensuite, il faut qu'on évalue aussi la compréhension des technologies utilisées. Est-ce que dans notre organisation, tout le monde a bien compris les technologies qu'on utilise et pourquoi on les utilise? Puis, on a aussi les outils de build et d'intégration continue qui sont déjà utilisés. On va se poser la question, est-ce qu'on a déjà utilisé au sein de l'organisation? S'assurer de la compatibilité de l'intégration de ces outils. Arrivé à un moment donné, on fait des tests manuels, on fait des tests, on fait aussi des tests automatisés, mais de version en version, il y a plusieurs versions de l'application livrée. C'est par exemple, il y a un ingénieur DevOps qui a mis en place un outil de gestion des builds et de l'intégration continue. C'est un peu une technique, mais je vais le conseiller, je vous le conseille. Résumé pour que vous compreniez, est-ce qu'il faudra qu'on compare ce qu'il a fait, lui, pour s'assurer de la compatibilité avec les outils qu'on a sélectionnés finalement, les outils de gestion de tests, etc. Enfin, le dernier, l'évaluation de l'outil par rapport à des exigences précises et à des critères d'objectivité. On ne choisit pas un outil au hasard. Il faut que, en fonction des exigences projet, et aussi des critères qu'on a établis. Souvenez-vous, dans la stratégie de test, etc., on choisit un outil qui s'adapte aux exigences et aux critères. Toujours, toujours dans la continuité des principes de base de la sélection de cet outil, on a les principaux facteurs dans la sélection d'un outil pour une organisation qui sont les suivants. Tout d'abord, on va vérifier si l'outil, bien évidemment, il est disponible pour une période d'essai gratuite et pour combien de temps avant d'essayer un outil. Il faut quand même connaître une période d'essai que les outils sur le marché ne sont pas gratuits. Enfin, ils ne sont pas gratuits de façon à parler. Façon de parler, ceux qui sont payants, ils coûtent très cher. Si vous préférez, ensuite, on va évoluer le fournisseur. On va regarder s'il y a une formation sur ces outils, s'il y a un support, s'il y a un aspect commercial, s'il y a des bons. On peut facilement contacter le service après-vente, etc. Est-ce qu'il y a un support pour les outils non commerciaux? On va identifier les besoins en interne pour le coaching et le soutien dans l'utilisation de cet outil. En général, quand il y a un nouveau testeur ou quand il y a un nouveau développeur ou quand il y a une nouvelle personne qui rentre dans le projet, on va voir si on a besoin de le coacher et de le soutenir. Est-ce qu'on est déjà rédigé un support pour utiliser cet outil? Ensuite, on va faire une évaluation des besoins de formation en tenant compte des compétences d'automatisation des tests. Ceux qui travaillent directement avec cet outil. C'est bien d'utiliser cet outil, mais il faut savoir est-ce qu'on a la compétence pour savoir l'utiliser aussi. Et si on n'a pas la compétence du coup, on se pose la question, on va savoir, on va avoir besoin de formation en interne. Et qui va faire cette formation ensuite? On aura aussi une évaluation du rapport coût-bénéfice basé sur des concepts concrets. C'est bien d'utiliser un outil, c'est bien d'utiliser un outil payant, mais il faut savoir estimer la rentabilité de cet outil. Du coup, on va mettre en place un métrique, un rapport coût-bénéfice pour savoir au bout de combien de temps
il est rentable cet outil, s'il est rentable d'ailleurs. Enfin, comme dernière étape, on peut aussi faire une preuve de concept, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, un POC, Proof of Concept, qui signifie preuve de concept. Une preuve de concept, un POC devrait être effectué pour déterminer si finalement cet outil fonctionne efficacement avec le logiciel à tester au sein de l'infrastructure. Donc, on a sélectionné un outil, on a vu qu'il y avait une période d'essai gratuite, on a vu qu'il y a un service après-vente si on n'avait pas trop, si on sait pas trop l'utiliser. On a vu qu'il y avait une période d'essai gratuite, on a vu que, qui sait, est-ce qu'il y a un service de pré-vente ou je ne sais pas trop bien l'utiliser. On a fait un support, on fait un support de formation pour les prochaines personnes qui vont l'utiliser. Et dernière étape, on fait un POC pour voir si finalement cet outil fonctionne bien avec le logiciel qu'on teste dans notre structure. Après la sélection de l'outil et du POC, on a réussi l'introduction de l'outil sélectionné dans une organisation. Va commencer, l'organisation va commencer généralement par un projet qu'on appelle un projet pilote, dont les objectifs sont les suivants. Acquérir une connaissance approfondie de cet outil, évaluer la façon dont cet outil va s'adapter au processus et aux pratiques qui existent déjà, et déterminer ce qu'il faut changer. En effet, on va un petit peu adapter l'outil aux pratiques existantes, si vous préférez. On va décider des méthodes standards de l'utilisation de cet outil, de la gestion, de la sauvegarde et de la maintenance de l'outil et des actifs de test. À quel moment on fait une sauvegarde de tout ce qu'on a fait sur cet outil, qui, qui le gère, comment on l'utilise et comment on donne les accès à cet outil, etc. Ça, c'est en interne qu'on le voit dans la structure. Ensuite, on va évaluer si les bénéfices escomptés finalement seront atteints à un coût qui est raisonnable. Donc, c'est bien d'avoir estimé les bénéfices de cet outil ou combien de temps il est rentable, etc. Mais même s'il y a une rentabilité et une utilité de cet outil, il faut quand même voir si c'est un coût raisonnable. Enfin, la dernière, on va comprendre les métriques qu'on souhaite voir recueillir et rapport par cet outil. On va configurer l'outil pour s'assurer que ces métriques-là peuvent être recueillies et reportées. Cet outil fait une analyse et donne des résultats, des tas de métriques. Est-ce que ces métriques qu'on utilise avec cet outil, on peut les reporter dans un autre outil? Par exemple, un outil de gestion de test ou un outil de suivi de backlog, etc. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça permet, par, si vous voulez que, par exemple, le test manager ou le PO ou le chef de projet, l'automatisé, il utilise un outil, mais le chef de projet, lui, il n'utilise pas cet outil, mais il aimerait avoir les résultats de cet outil. Il ne va pas se connecter à l'outil, il n'a pas de besoin. On va mettre en place un système, essayer de mettre en place un système pour que les résultats de l'outil d'automatisation apparaissent directement dans les résultats de l'outil du chef du projet. On va essayer. Donc voilà, c'est ça que ce que veut dire la dernière phrase. À présent, le dernier sous-chapitre, les facteurs de succès pour le choix des outils. Alors, les facteurs de succès du déploiement d'un outil au sein d'une organisation, qu'est-ce qu'ils incluent? Déployer l'outil au reste de l'organisation de façon incrémentale. On a choisi cet outil, on a eu des résultats, on aimerait maintenant que cet outil soit utilisé par le reste de l'organisation. Adapter et améliorer les processus de façon à les adapter à l'utilisation de l'outil. C'est marrant, mais on va pas leur dire tenez tel outil, débrouillez-vous avec. Non, il faut aussi qu'on s'adapte et qu'on améliore le processus. Ensuite, on va former, encadrer et conseiller les utilisateurs de l'outil. Donc, soit il y a un formateur à chaque fois qu'il vient en live, soit on crée un support avec toutes les explications de comment utiliser cet outil. On va aussi établir des guides d'utilisation. On va mettre en place un moyen de collecte d'informations sur l'utilisation réelle de l'outil.
On va surveiller l'utilisation de l'outil et ses bénéfices obtenus pour être sûr que c'est vrai qu'au début, on a utilisé cet outil, on a eu des bénéfices, enfin, on a eu des bénéfices pas pécuniaires, mais plutôt dans le sens où il nous a été utile. Mais est-ce que quelques mois après, un an après, 2 ans après, c'est toujours le cas? C'est pour ça qu'on est obligé de vérifier tout ça. Accompagner les utilisateurs avec un support, ça va, vous l'avez dit tout à l'heure, enfin, le dernier, on va recueillir des leçons tirées de l'expérience de tous les utilisateurs. Au final, on a besoin, ok, de maintenant, on utilise cet outil. Mais on a besoin d'un feedback, on a besoin d'un retour pour savoir l'utilité de cet outil. On a besoin de savoir quelles sont les leçons de l'expérience de tous ceux qui ont été utilisés, tous ceux qui ont utilisé cet outil.